Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer, Inch'Allah, le troisième chapitre des voiries et des réseaux divers. Il s'agit donc des travaux de voirie. Donc, on va commencer par quelques définitions, la classification des voiries, les critères et les aires de stationnement, et on se termine par les trottoirs. La voirie donc englobe l'ensemble des infrastructures urbaines conçues pour la mobilité, comprenant les routes, les rues, les trottoirs, les parkings, les places, les boulevards, etc. C'est-à-dire que tous ces éléments forment un réseau complexe visant à faciliter le déplacement des véhicules et des piétons au sein d'un environnement urbain. Ainsi, l'objectif principal est de garantir une circulation fluide et efficace, contribuant à la connectivité et à l'accessibilité au sein de la ville. Parmi les objectifs fondamentaux que nous cherchons à atteindre grâce à la construction des voiries, on peut citer les suivants. Réduire la circulation automobile, c'est-à-dire diminuer la dépendance à la voiture en encourageant des moyens de transport plus durables tels que la marche, le vélo et les transports en commun. Cela signifie que nous cherchons à réduire la place de la circulation automobile dans notre environnement en favorisant des options plus écologiques. Diminuer les nuisances et les dangers. Cela consiste à minimiser les inconvénients et les risques liés à la circulation routière, c'est-à-dire en concevant des voiries de manière à réduire le bruit, la pollution de l'air et les dangers pour les usagers de la route, notamment les piétons et les cyclistes. Optimiser la gestion du stationnement vise donc à favoriser une utilisation plus efficiente de l'espace disponible, empêchant ainsi les véhicules de demeurer inutilement stationnés dans les rues, simplifier l'orientation, une signalisation précise, des marquages routiers adéquats, des panneaux indicateurs bien positionnés et des éléments visuels bien pensés facilitent la navigation pour les conducteurs, les piétons et les cyclistes, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et à fluidifier la circulation. Les voies de circulation sont soumises à une classification basée sur 3 critères principaux. Le volume de trafic qu'elles supportent, la portée géographique des zones qu'elles desservent et leur typologie. Cette démarche vise à organiser et à établir une hiérarchie parmi les diverses routes et voies au sein d'un réseau routier spécifique. Les détails de chaque critère sont expliqués plus en profondeur ci-dessous. Le trafic joue un rôle crucial dans la conception de la chaussée et des fondations. Avec son impact déterminé par la nature et l'ampleur du trafic, une méthode courante d'évaluation du trafic repose sur le concept de trafic moyen journalier annuel, MGA, exprimé en termes d'équivalence du poids du lourd. Sur le plan administratif, les poids lourds sont définis comme des véhicules ayant une charge utile, CU, dépassant 50 kN, selon les normes de la Communauté européenne. En utilisant les poids lourds avec une charge utile supérieure à 50 kN comme critère, le trafic est classé en 7 catégories, de T0 à T6. Certaines de ces catégories étant subdivisées en 2 sous-catégories distinctes. Aux 2 extrémités de cette classification, on trouve une catégorie hors classe
comprenant d'une part les voies interdites à la circulation, comme les pistes cyclables, les voies piétonnées et les terrasses. Et d'autre part, les espaces réservés à des véhicules spécifiques, tels que les couloirs d'autobus et les voies de sécurité incendie. Ces catégories de trafic permettent de distinguer deux grandes classifications de routes. Les routes à faible trafic regroupant les classes allant de T6- à T3+. Les routes à trafic moyen et élevé regroupant les classes allant de T3 à T0. L'étendue des zones à desservir se rapporte à la portée géographique de chaque voie de circulation, influant sur la planification et la gestion des routes en déterminant leur organisation et leur importance relative. Les routes desservant des zones locales sont généralement de moindre importance, tandis que celles connectant des régions plus étendues nécessitent des normes plus élevées pour accommoder un trafic plus important. Cette classification aide les planificateurs routiers à allouer efficacement les ressources en fonction de l'importance stratégique des routes au sein du réseau. La classification des voies routières selon la typologie se base sur leurs caractéristiques géométriques, incluant la configuration, la largeur des chaussées, la présence de trottoirs, de bandes de stationnement, etc. Selon la typologie, les voies de circulation peuvent être regroupées dans l'une des catégories suivantes. Chaussée à double sens séparée par un terre-plein central. Chaussée à double sens avec ou sans trottoir. Chaussée à sens unique avec ou sans trottoir de chaque côté. Les voies de circulation se composent de trois éléments géométriques fondamentaux qui influent sur leur conception et leur apparence: le profil en travers, le tracé en plan et le profil en long. Le profil en travers d'une route, qui représente graphiquement la structure détaillée de la route, se compose de plusieurs éléments clés. L'emprise qui délimitant la zone réservée à l'infrastructure routière et appartenant à la collectivité. L'assiette qui représente la surface réellement occupée par la route, incluant la chaussée, les accotements et d'autres éléments associés. La plateforme englobant l'ensemble de la route, comprenant la chaussée où circulent les véhicules et les accotements qui la bordent. La chaussée, c'est une surface aménagée de la route destinée à la circulation des véhicules, constituant une partie essentielle de la plateforme. Les accotements, c'est les zones latérales bordant la chaussée sur la plateforme, pouvant avoir différentes fonctions telles que le stationnement d'urgence ou le drainage, etc. Le tracé en plan d'une voirie est une représentation détaillée de l'emplacement et de la configuration de la route, incluant des éléments tels que les points d'axe, les points de tangence et toutes les caractéristiques géométriques de la voirie. Il consiste donc en une projection verticale de l'espace occupé par le réseau routier sur un plan horizontal correspondant au virage. Les spécifications du tracé en plan doivent se conformer aux normes établies dans les codes routiers, en prenant en considération la vitesse de base et le frottement de la couche de roulement pour garantir des conditions optimales
de confort et de stabilité. En classifiant les différentes voies par ordre d'importance, les catégories sont identifiées comme illustrées dans le tableau suivant. À des vitesses plus élevées, il est nécessaire d'avoir un rayon de virage plus étendu pour assurer une trajectoire stable lors de la prise d'un virage. Un coefficient de frottement plus élevé améliore l'adhérence du véhicule à la chaussée, réduisant ainsi le rayon de virage requis. Le coefficient de frottement situé entre 0,1 et 0,12 est généralement pris en compte dans le calcul du rayon de virage pour refléter les conditions courantes de friction entre les pneus des véhicules et la surface de la route. Le profil en long d'une voie offre une représentation linéaire détaillée de la coupe transversale le long de son axe. Il présente les altitudes du terrain naturel Tn et du terrain projeté, incluant les pentes avec les éléments suivants. Les altitudes Tn, terrain naturel, représentent les hauteurs du terrain sans modification le long du tracé, c'est-à-dire avant tout aménagement. Les altitudes projetées indiquent les hauteurs prévues pour chaque point après les travaux, soit après les aménagements. Les distances partielles correspondent aux longueurs cumulatives depuis le début du tracé jusqu'à chaque point spécifique, c'est-à-dire la somme des distances parcourues. Les distances cumulées sont les distances totales parcourues depuis le début du profil en long jusqu'à chaque point, soit la somme cumulative des distances. Le numéro de profil est attribué à chaque section du profil, permettant ainsi l'identification et la référence des différentes parties du tracé. Les pentes projetées indiquent les inclinaisons prévues pour chaque segment du tracé, c'est-à-dire comment le terrain évolue en termes de pente ascendante ou descendante. Afin d'assurer un drainage efficace des eaux de ruissellement, le profil en long doit inclure une pente minimale d'environ 0,5% et ne devrait pas dépasser une inclinaison maximale de 12 à 15%. Dans le domaine routier, le confort des occupants d'un véhicule est recherché en réduisant les vibrations et en assurant une suspension appropriée. Il doit donc assurer un rayon minimal. Ce rayon minimal est calculé à l'aide de l'équation Hermine égale 0,15 fois V au carré, où V représente la vitesse de base mentionnée dans le tableau précédent. La visibilité correspond à la capacité de maintenir une distance visuelle appropriée dans les virages, permettant au véhicule d'anticiper et de s'arrêter avant d'atteindre tout obstacle potentiel sur la route. Un rayon minimal noté Hermine doit être calculé selon la formule suivante. La chaussée routière est une infrastructure élaborée pour transférer de manière efficace sur le sol les charges engendrées par le trafic routier. Afin de maintenir une pression verticale modérée et prévenir tout dommage au sol, la chaussée est composée de plusieurs couches superposées. La couche de forme. Son rôle principal est de fournir une base stable pour les couches supérieures de la chaussée.
La couche de fondation. La plupart des matériaux routiers conviennent à la construction de cette couche. Elle agit comme un support structurel, contribuant à distribuer efficacement les charges du trafic sur le sol. La couche de base. La construction de cette couche nécessite une attention particulière. Le matériau choisi doit résister aux contraintes résultant du trafic. La couche de base joue un rôle crucial dans la stabilité et la durabilité globale de la chaussée. La couche de surface. Elle est composée de deux couches distinctes, la couche de liaison et la couche de roulement. La couche de liaison assure l'adhérence entre la couche de base et la couche de roulement, tandis que la couche de roulement constitue la surface finale de la chaussée, sur laquelle les véhicules circulent. Ces deux couches sont essentielles pour garantir la résistance à l'usure, le confort de conduite et la durabilité de la chaussée. Dans la conception d'une route, on peut généralement distinguer deux types de chaussées en fonction de leur structure et de leur rôle. La chaussée souple, également appelée chaussée bitumineuse. Elle utilise des matériaux flexibles tels que l'asphalte. Les couches de la chaussée souple sont conçues pour fléchir sous la charge du trafic, offrant ainsi une surface lisse et réduisant les bruits de roulement. Ce type de chaussée est couramment utilisé pour les routes à faible trafic. La chaussée rigide, aussi connue sous le nom de chaussée en béton. Elle est composée de dalles de béton rigide. Contrairement à la chaussée souple, la chaussée rigide est conçue pour répartir les charges du trafic sur une plus grande surface, offrant ainsi une stabilité accrue. Elle est souvent préférée pour les routes à trafic intense, comme les autoroutes. Les aires de stationnement sont des espaces complémentaires à la voirie et aux bâtiments, aménagés de manière spécifique pour faciliter le positionnement et la gestion appropriée des véhicules. La conception des aires de stationnement vise à fournir des arrangements adéquats permettant le stationnement de divers types de véhicules, qu'ils soient légers ou lourds, en mettant en place différentes configurations afin de répondre aux besoins spécifiques de stationnement. Les aires de stationnement pour les véhicules légers englobent trois types. Le stationnement longitudinal, également connu sous le nom de stationnement en créneau, consiste à garer les véhicules parallèlement au trottoir et au bord de la route. Une zone de stationnement d'une largeur minimale de 2,25 mètres est prévue. Et en cas de stationnement mixte avec des poids lourds, la largeur minimale recommandée est de 3 mètres. Le stationnement perpendiculaire implique de garer les véhicules de manière à former un angle droit par rapport au trottoir ou à la route. Pour une place de stationnement, les dimensions minimales exigées sont une longueur de 5 mètres et une largeur de 2,3 mètres. De plus, la voie de circulation adjacente doit avoir une largeur minimale de 5 mètres pour garantir un accès et une circulation adéquate. Le stationnement en épi permet d'incliner les véhicules dans différentes directions par rapport à l'axe de circulation.
Les dimensions des places de parking varient en fonction de l'angle d'inclinaison choisi. La conception des places de parking destinées aux personnes à mobilité réduite, PMR, est soumise à des réglementations spécifiques. Ces places, identifiées par des marquages similaires aux places classiques, doivent respecter des dimensions minimales de 5 mètres de longueur et 3,3 mètres de largeur. Ces dimensions plus généreuses sont prévues pour améliorer l'accessibilité et la mobilité des individus ayant des besoins spécifiques. Concernant les aires de stationnement destinées aux poids lourds, on distingue deux types. Stationnement longitudinal. C'est une zone de stationnement d'une largeur minimale de 3 mètres, alignée dans le sens de la longueur de la chaussée. Il est recommandé de mettre en place des séparations toutes les 25 mètres afin de bien organiser le stationnement, assurant ainsi un espacement régulier entre les véhicules et facilitant la circulation et les manœuvres de poids du lourd dans la zone. Stationnement en épi. Le stationnement en épi pour poids lourds implique la création d'emplacements spécifiques, clairement délimités au sol, d'une largeur de 3 mètres sur une longueur minimale de 20 mètres, destinés au stationnement des camions ou autres véhicules lourds. L'angle d'inclinaison de ces emplacements est déterminé en fonction des capacités de manœuvre des véhicules et de l'espace disponible. Bien que des angles proches de 90 degrés soient techniquement possibles, il est recommandé de les éviter pour optimiser l'efficacité du stationnement et faciliter les manœuvres d'entrée et de sortie. Les trottoirs sont des zones spécialement conçues le long des voies de circulation, ayant pour rôle crucial de guider la circulation des piétons. Ces espaces complémentant les chaussées en fournissant une zone dédiée et sécurisée aux piétons, contribuant ainsi à garantir leur sécurité et à faciliter leur déplacement le long des routes. La séparation physique entre la chaussée et le trottoir est réalisée grâce à l'utilisation de bordures. L'installation de ces bordures vise principalement à garantir la sécurité des piétons en créant une barrière physique et visuelle. Elle contribue également à prévenir les intrusions non désirées des véhicules sur le trottoir, à délimiter clairement les espaces urbains et à faciliter le drainage des eaux pluviales. Dans certaines nations occidentales, les vitesses moyennes de déplacement sans obstacle sont répertoriées comme suit. En utilisant ces vitesses moyennes comme référence, il est possible d'estimer le débit horaire en considérant l'encombrement moyen d'un piéton, qui varie selon le contexte de la voirie. Ainsi, les débits horaires par mètre de largeur de trottoir sont estimés comme suit. Pour une zone commerçante, 1000 piétons par heure. Pour une zone non commerçante, 2000 piétons par heure. Pour les zones spéciales ou les endroits où les personnes se déplacent sans distraction, comme l'accès d'une gare, de 4000 à 4500 piétons par heure. Les normes exigent uniquement la largeur minimale du trottoir, déterminée par la nécessité de mettre le croisement aisé d'un piéton et d'une poussette. Ainsi pour un trottoir sur une voirie
tertiaire. Les dimensions suivantes sont établies en fonction de ces critères. 1,5 m lorsque le trottoir est dégagé d'obstacles et 2 mètres lorsque des candélabres d'éclairage public sont présents sur le trottoir. Ces dimensions sont définies pour assurer une circulation piétonne fluide et sans entrave, en tenant compte de la possibilité d'obstacles ou d'installations sur le trottoir. Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder le 4e chapitre qui porte sur les réseaux d'assainissement. À bientôt.